Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Monsieur le sénateur, je vais justement, ça tombe bien. Est-ce que vous avez, vous n'avez pas besoin de ce retour son, vous n'avez pas votre casque. C'est pas grave. Je le mettrai peut-être. Donc le sénateur Yves Pozzo di Borgo, sénateur honoraire. Bien, déjà, je vous salue bien et je vous dis bienvenue dans ce libre journal. Voilà. On va revenir avec vous et dans la revue de presse sur laquelle vous aurez bien sûr l'occasion de vous exprimer. Elle va être relativement courte avec 3 points, mais au moins 3 points, peut-être 4, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire avec cette... Si je dis trop souvent 3 points. Et Raphaël Beslu, directeur de publication de Géopolitique Profonde, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, il est dans nos studios sur Radio Courtoisie. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. On est heureux et ce n'est pas en distanciel cette fois-ci. On a la chance de t'avoir en chair et en os. Profitons-en. Voilà. Je rappelle, un directeur de publication et puis vous avez une revue confidentielle aussi sur Géopolitique Profonde. C'est la 22e, celle du mois de mars. Je vous le rappelle, venez, rejoignez-nous si ce n'est déjà fait, évidemment, sur Géopolitique Profonde. Cette revue, qui est une revue mensuelle avec les meilleures signatures de ceux qui sont appréciés, qui sont invités d'ailleurs aussi dans le format du samedi matin, et puis aussi d'une gratuité pendant une semaine qui vous donne droit, dans sa version papier et numérique, déjà de revoir les premières revues, et puis aussi évidemment de faire des formations, c'est une des spécialités, des formations en ligne sur la décentralisation financière, ce qui n'est pas du luxe, à moins qu'évidemment vous ayez tous à cœur, après avoir aidé votre radio, je le rappelle évidemment, Radio Courtoisie, de donner à l'effort de guerre. Mais j'en doute qu'il y en ait beaucoup d'auditeurs sur Radio Courtoisie à être dans cette ligne-là. Mais après tout, des fois on a des surprises. Vous nous le direz peut-être dans vos remarques dans cette émission du jour. Et puis la boutique aussi de Géopolitique Profonde, étant donné que nous sommes une communauté, on a plein de produits dérivés, vous allez voir c'est formidable, dont pour ceux qui me verront dans 8 jours, regardez un petit pins, moi je l'adore mon pins, je l'ai eu de haute lutte, ça n'a pas été simple. Voilà, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par la revue de presse. Dont j'ai sélectionné 3 points, pas plus. Le premier point, parce que je suis taquin, j'ai voulu revenir, mais après tout, chacun aura l'interprétation qu'il en veut. La décision du Conseil constitutionnel, elle était attendue. Elle arrive d'ailleurs ce vendredi, alors que la décision de justice concernant les attachés parlementaires du Parlement européen aura lieu lundi. On rappelle quand même que Marine Le Pen est sous le coup non seulement d'une peine de prison, dont 2 ans ferme aménageables. Aura-t-elle le droit, comme Nicolas Sarkozy, au bracelet électronique? Alors ceci dit, Sarkozy maintenant, sur le financement de sa campagne en liaison avec le régime libyen, risque beaucoup plus lourd. Je le rappelle, c'est ni plus ni moins 7 ans ferme. C'est très très lourd comme sanction. Mais je reviens à Marine Le Pen qui espérait une décision importante du Conseil constitutionnel, à savoir est-ce qu'ils allaient aligner le Conseil constitutionnel, leur jurisprudence sur le Conseil d'État ou continuer et persévérer dans une jurisprudence plus spécifique. Eh bien, on a la réponse, et c'est pas la réponse, à mon avis, qu'attendait ou qu'espérait Marine Le Pen. C'est-à-dire que, voilà, il juge le Conseil constitutionnel que le principe d'exécution provisoire, est conforme à la Constitution, ce qui fait qu'avant même que vous ayez épuisé toutes les voies de recours, vous pouvez, par exemple, être privé de vos droits, vous pouvez ne plus pouvoir vous présenter, tel qu'à une élection présidentielle. Et étant donné que là, elle risque d'en prendre pour plusieurs années d'inéligibilité, cela aurait comme conséquence de la priver de l'élection présidentielle. Moi, j'ai 2 observations à faire sur ce sujet. Donc, c'était une décision quand même, je vais rester très formel. Il y avait une question prioritaire de constitutionnalité, ça s'appelle QPC, et qui pouvait donc la sauver, Marine Le Pen, dans l'affaire donc des assistants parlementaires. Eh bien, la réponse a été que l'exécution immédiate, la peine d'inéligibilité avec exécution immédiate était, d'après donc nos fameux sages, ça me fait toujours rire
rire quand je suis obligé de dire ça pour les membres du Conseil constitutionnel, eh bien, on jugeait ça parfaitement conforme à la Constitution, malgré donc cette demande d'un élu mahorais, conseiller municipal de Dembini, dans l'agglomération de Mamoudzou, eh bien, qui avait été déchu de son mandat au titre d'une exécution provisoire. Pas de chance aussi pour cet conseiller municipal, il ne sera pas réintégré dans ses droits. 2 observations, et après je vais demander à la fois à Raphaël et puis à notre invité principal, Yves Pozzo di Borgo, de réagir par rapport à cela. La première observation, c'est alors que Marine Le Pen et l'ensemble des candidats, pas des candidats, qu'est-ce que je dis, des élus députés du Rassemblement national se sont abstenus lorsqu'il s'est agi de valider la nomination. La demande avait été faite par l'Élysée, par le président de la République, de M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, aux surprises. Ferrand, dont on disait la veille, il va être nommé là pour empêcher aux idées qui seraient des idées dites populistes, telles que celles, paraît-il, véhiculées par le Rassemblement national, de pouvoir s'effectuer, se réaliser. Donc, quelque chose qui était prévu comme étant hostile au Rassemblement national, eh bien, il n'avait rien trouvé de mieux, je suis désolé de le dire, que de s'abstenir. Ce qui avait permis à un député près, je crois, à Richard Ferrand, d'être nommé. Donc on espérait un retour, on s'imaginait que cette abstention avait une raison d'être. Eh bien, non, même si en effet le juge, et c'est peut-être ce que diront les personnes qui vont venir après moi sur ce sujet, il est vrai qu'il y a une question de proportionnalité, on va voir, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel dit peut-être faut-il évaluer la peine par rapport à ses conséquences politiques. Mais enfin, le juge pénal fait ce qu'il veut, moi je le rappelle. Donc ça c'est le premier élément. Et puis donc le deuxième élément, est-ce que nous allons vivre en France un peu l'équivalent de ce que, en moins pire si j'ose dire, que ce qu'a connu la Roumanie il y a peu, c'est-à-dire qu'Aline Georgescu, c'est le favori. D'abord, on arrête une élection, puis après, on l'arrête en pleine rue. C'est ça la belle démocratie de l'Union européenne, et on l'empêche de se présenter. Est-ce que finalement, cette dérive qu'on a vue, est-ce que M. Breton a raison quand il dit, mais là on l'a fait en Roumanie, demain, si on le fera en Allemagne ou en France? Eh bien, peut-être qu'on y est, ou pas loin. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce premier point. Je me retourne donc tout de suite vers mon compère Raphaël pour un commentaire de sa part. Je vais surtout laisser la parole à monsieur le sénateur qui aura, à mon avis, beaucoup plus d'expérience pour commenter cette actualité-là. Moi, je vais attendre tout simplement la décision de justice qui sera rendue. Il faudra attendre ce point-là pour voir quelles seront les modalités exactes de la condamnation, et si à la fin on a Marine Le Pen qui se retrouve à devenir inéligible, ainsi que son entourage, parce qu'il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont concernées aussi dans l'équipe du Rassemblement national. Là, ce sera quelque chose de très symbolique parce que c'est la censure intégrale d'un parti d'opposition, qu'on soit en accord ou non avec les idées du Rassemblement national. C'est un parti qui représente quand même une masse électorale extrêmement importante. C'est peut-être même hors coalition, c'est le premier parti de France. Certainement. Voilà, donc en arriver à la censure et à utiliser des méthodes dites constitutionnelles, parce que c'est aussi un grand débat sur la notion des sages qui ont été mobilisés simplement pour répondre à une question très simple en fait, c'est rappeler comment fonctionne la Constitution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision même de leur part pour pouvoir essayer, on va dire, de saboter ou d'aider le Rassemblement national. C'est peut-être aussi un signe que le fonctionnement même de notre République est extrêmement problématique une fois qu'on veut amener une véritable opposition. Et quand je dis opposition, c'est parce que la situation en France ne cesse de se dégrader. Et à partir du moment où il y a cette dégradation qui est majeure, la priorité des électeurs et les décisions qu'il faudrait mettre en place en France, sur le plan politique, eh bien, peuvent aller contre les institutions qu'on a mis en place il y a maintenant quand même de nombreuses années. 1958, oui. Voilà. Exactement. Bon, merci Raphaël. Je me tourne vers monsieur le sénateur. Je vous ferai une présentation un peu plus longue lorsqu'on arrivera sur le grand angle, avec vraiment un échange de questions qui vous seront posées. Mais anciennement sénateur de Paris, suffisamment longtemps pour être aujourd'hui, au vu des règles, sénateur honoraire, qui, expérimenté comme vous l'êtes, ayant travaillé, siégé, surtout dans des commissions liées aux affaires étrangères, on y reviendra. Quelle est votre analyse justement de cette décision du Conseil constitutionnel ? Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie occidentale. C'est-à-dire, en fait, la démocratie, c'est 3 rapports de force. C'est les 3 pouvoirs. C'est l'exécutif, c'est le législatif, et c'est la justice.
L'exécutif en France et le législatif sont l'émanation du peuple, puisqu'ils sont le produit d'une élection. La justice en France n'est pas l'émanation du peuple. Elle juge au nom du peuple français, mais en fait, ce sont des fonctionnaires qui ont pris un concours et qui sont nommés. On a le même problème aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'inverse. En fait, aux États-Unis, les trois pouvoirs, que ce soit le législatif, l'exécutif ou la justice, sont élus. Les juges sont élus. Moi, j'ai tendance à penser que nous avons en Occident, sur cette conception des choses, un véritable problème. Et notamment en France, moi je considère que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être supérieurs au pouvoir de la justice parce qu'il est directement l'émanation du peuple. Et ce qu'on constate depuis de nombreuses années, et on l'a vu sur les 4 ans qu'a vécu le président Trump aux États-Unis, on l'a vu sur l'affaire Fillon, on l'a vu sur l'affaire de Roumanie, on la voit en France avec ces décisions, de plus en plus, la justice a de l'influence, non seulement de l'influence, mais interfère sur le comportement des décisions du peuple. Et ça, c'est un gros problème qui implique une réflexion beaucoup plus générale, qui impliquerait une réflexion plus générale sur la conception de la démocratie en Occident. Et là, en ce qui concerne cette décision, en plus de ça, moi, on connaît très bien, on ne peut pas demander à des juges une parfaite indépendance, surtout lorsqu'il s'agit de juger les politiques. Il n'y a jamais de la part des juges une indépendance quand on juge un politique. Malgré tout, quelle que soit la qualité, quel que soit le professionnalisme du juge, au fond de lui-même, il y a son engagement, il y a son engagement idéologique, son engagement politique. Et c'est pour ça que ces décisions sont toujours soumises. On le voit très bien, les décisions fortes qu'il y a contre le président Sarkozy ou autres sont soumises à interrogation. Et là-dessus, je crois que c'est un grand débat qu'on devrait avoir. Il faudrait quand même que le Parlement s'y intéresse et que le Parlement ait le courage d'affronter cette conception des choses pour qu'on puisse avoir des solutions qui soient beaucoup moins caricaturales actuellement, comme ça s'est passé en Roumanie ou comme ça risque de se passer en France. Sur la décision du Conseil constitutionnel, moi je suis plus nuancé. Alors c'est vrai que quand on connaît un peu la politique, quand on a vu l'abstention du RN sur la nomination de M. Ferrand, il n'aurait pas été élu président du Conseil constitutionnel. Oui. On s'est dit, évidemment, il y a eu une négociation. Oui. Ça, c'est le mauvais esprit des gens qui analysent. On dit, il y a une négociation entre Marine Le Pen et M. Macron. Moi, j'ai tendance à penser que sur cette décision, je crois que c'est d'ailleurs M. Ferjou qui avait fait cette remarque, il y a la notion de proportionnalité. Et c'est vrai que si, par exemple, Marine Le Pen est soumise à l'interdiction de se présenter, le Conseil constitutionnel, par le biais de cette décision, peut-être revenir sur la décision en disant non, mais la proportionnalité est trop importante entre ce qu'elle représente et la décision de la justice. C'est peut-être ça une porte de sortie pour Marine Le Pen. C'est une remarque. Pour le juge pénal, surtout. Pour le juge pénal, voilà. Ouais. C'est ce que disait c'est la remarque de Ferjou que j'ai trouvée intéressante. Donc on verra bien comment ça se passe. On aura la réponse lundi, justement. Ouais. Non, c'est-à-dire que la réponse peut avoir lundi la réponse peut être lundi de dire il y a une obligation de ne pas se présenter. Exécution provisoire. Mais c'est après une décision du Conseil constitutionnel qui peut atténuer la décision en fonction de sa décision, de sa propre décision. Je ne sais pas du tout, juridiquement, je ne sais pas du tout si c'est le juge pénal qui va en tenir compte ou si c'est une deuxième décision du Conseil constitutionnel. Je pense pas. Je pense qu'en fait, là, voilà, il a voulu précéder la décision à précéder justement, alors qu'on pensait que ça serait plutôt début avril. Voilà. Donc, je vais m'interroger là-dessus pour savoir qu'est-ce qui était le mieux. Donc on saura. Mais en effet, il donne une appréciation. Il n'impose pas au juge pénal de prononcer nécessairement l'exécution provisoire. Il dit attention, il faut qu'il y avoir une proportionnalité. Par rapport et puis que sa décision, qu'il apprécie les conséquences politiques, civiles, sociales, politiques surtout. Alors est-ce que c'est un simple conseil ou c'est un pouvoir du Conseil constitutionnel pour qu'il peut l'imposer au pénal? Eh bien non, justement, ils ont toute l'attitude. L'analyse, c'est qu'ils ont toute l'attitude. Voilà. Ça c'était le premier point. Deuxième point, je vais être beaucoup plus court pour tout vous dire. Je vais vous laisser commenter. C'est tellement flagrant. On est encore sur la France et après on part sur l'international et je pense qu'on y restera d'ailleurs jusqu'à la fin de cette émission. Fontenay-aux-Roses, un professeur d'EPS du collège des Ormeaux, agressé par d'anciens élèves, aujourd'hui lycéens, dans son collège. Une agression particulièrement sauvage qui s'est déroulée mardi, avec, semble-t-il, même les encouragements de certains élèves de sa classe. C'est dire le degré de dégradation
aujourd'hui que les enseignants peuvent subir dans leur classe. Elle a été d'abord une tentative de strangulation. Et puis ensuite, on lui a pris l'ensemble de ses effets, on les a jetés dans la boue. Et donc, non seulement il y a ces anciens élèves qui l'ont agressé, mais en plus de ça, il y a eu des encouragements de la part des collégiens, des simples collégiens. C'est bien fait pour elle. Et vous imaginez le qualificatif qu'on a pu lui attribuer ensuite, qui commence par un P, et eu égard au respect qu'on doit aux enseignants, je ne prononcerai pas le mot dans son ensemble, dans son entier. Raphaël, qu'est-ce que vous inspire cette dégradation ? On parle d'ensauvagement, mais est-ce que c'est seulement de l'ensauvagement ? Déjà, sur cette anecdote, ce ne serait pas pour défendre les élèves, mais c'est quel est le motif de l'agression ? Alors, le motif de l'agression, je vous le donne en mille, c'est-à-dire que vous avez des élèves qui sont en train, dans un espace qui est réservé aux collégiens, eux sont devenus lycéens, ce sont des anciens élèves de la professeure de PS, sont sur un terrain synthétique de football, jouent au foot là où ils n'y ont pas leur place, alors qu'un exercice scolaire va se dérouler sur le lieu. Elle leur demande à plusieurs reprises de bien vouloir cesser de jouer et de laisser le cours se dérouler normalement. Il refuse. Elle finit par vouloir confisquer le ballon. Et c'est à ce moment-là qu'il y a d'abord eu des insultes verbales et ensuite des agressions physiques à son encontre. D'accord, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle des problématiques qu'il peut y avoir entre les élèves et les professeurs, c'est une crise qui est quand même protéiforme. Et on a à la fois une grande problématique de la conception même de l'autorité qui a complètement disparu. On a aussi des professeurs qui n'ont que très peu de moyens, qui ne sont pas formés. Ils sont de moins en moins formés, voire pas du tout, très peu accompagnés. Et on a aussi, dans cette notion dite d'ensauvagement, c'est-à-dire un manque total d'éducation de la jeunesse, une glorification de la violence qui se développe de plus en plus, mais qui est, à mon avis, symptomatique de l'environnement dans lequel il se développe. C'est-à-dire que lorsqu'on a des collégiens ou des lycéens qui décident d'agresser un professeur, évidemment, il faut amener des sanctions sur ces élèves-là. Ça, bien évidemment. Mais pour moi, il faut plutôt essayer de se dire, c'est qu'est-ce qui peut amener en fait aujourd'hui à un tel chaos avec un non-respect total de toute figure d'autorité et qui peut développer aussi autant d'envie d'agression de la part des jeunes. Et ça montre, parce qu'encore une fois, le sujet de l'éducation, c'est qu'on parle des futures générations qui sont censées participer à la France, que ce soit son économie ou même de sa vie civile. Enfin, et le problème... C'est notre futur, ces jeunes. C'est censé être notre futur. Et ça, c'est toujours annonciateur. C'est le 92, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Pour moi, c'est un facteur en plus à intégrer sur le fait que nous allons faire face à une crise qui est obligatoire en France sous différentes formes. Là, on parlera juste après, je pense, de la situation géopolitique qui va amener une grande transformation en Europe et y compris en France. Là, on parlait aussi de la situation avec Marine Le Pen et du Rassemblement national, qui est une modification en fait des rapports de force en politique avec des possibilités de censure ou non. Donc ça remet en question, bon, moi je ne crois pas en la démocratie, mais ça remet en question cette notion même de démocratie. Et par contre, c'est que le grand problème qui mobilise à la fois les électeurs, mais qui en même temps concerne tous les Français, c'est tous les aspects sociétaux, c'est le bon vivre en France qui pour moi a intégralement disparu. Moi je suis encore une fois, je le rappelle, je suis expatrié aujourd'hui, et maintenant le différentiel il est clair. À chaque fois que je reviens en France, ça me fait plutôt mal en fait ce que je vois. La transformation est de plus en plus importante. Quand je vivais en France, c'était le pourrissement lent. Je subissais le pourrissement lent. Donc je pouvais voir que la situation se dégradait, mais on arrive à tenir d'une manière ou d'une autre. On a de l'agacement, on a énormément de stress, on a de la pression de différentes manières, que ce soit économique avec l'inflation, de privation des libertés lors de la période aussi sanitaire, etc. Mais moi je vois surtout la dégradation qui est en grande accélération. Je pense que les Français seraient très étonnés s'ils mettaient un pied à l'étranger de voir à quel point notre pays est dans un état qui est absolument catastrophique. Absolument catastrophique. Notamment sur l'aspect sociétal dans la rue. Et malheureusement, le chantier est grand si on parlait des écuries de Gias. À Paris, dans les grandes villes, évidemment. La ruralité, c'est autre chose, je la connais maintenant. Là, par contre, c'est le désert. C'est le désert, mais parce qu'on parle souvent de Paris, mais ça c'est propre en fait à toutes les grandes villes, mais même les petites villes. C'est que c'est la problématique de la modernité et la problématique aussi de, on va dire, des conditions de vie actuelles en France, tout simplement. Et qui en fait, c'est-à-dire que tous les facteurs de dégradation
ne sont pas réduits ou même supprimés. On a une immigration massive incontrôlée, d'accord, qui amène un gros problème sur les sociétés de culture, sur le changement de population, sur le fameux vivre ensemble communautaire, avec toute une génération quand même qui a été éduquée dans la haine de la France, avec la logique antiraciste aussi, qui a amené aussi énormément de culpabilité de la part des Français, alors que c'est une culpabilité qui n'a pas lieu d'être quand on connaît un petit peu l'esprit français et l'histoire de la France. Et maintenant en plus, on a la pression économique, mais pas que, on a aussi exactement... une guerre même contre les gueux qui se fait de la part malheureusement de l'oligarchie en France, on a eu le sujet des ZFE, etc. C'est une véritable prison, hein. Moi je considère, on parle de plus en plus même d'Eurogoulag. c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc avec cette anecdote là du ESSR. Ouais, donc en fait pour conclure, c'est ce type d'anecdote là, c'en est une parmi, à mon avis, des dizaines voire des centaines peut-être par jour. Ah mais oui, mais justement, j'ai voulu la prendre comme étant une parmi des centaines, si ce n'est par jour, en tout cas par semaine. Aller sur le site de F de Souche, par exemple, ce qui m'arrive de faire sur mes propres matinales, sur nos propres matinales, Raphaël, tôt le matin à partir de 7h, tout d'un coup, allez hop, je sors les 7 ou 8 délits majeurs qui sont relatés dans la presse du jour. Et puis c'est beaucoup plus lourd encore que ce que je viens de vous citer. Hein. Mais pour la notion de F de Souche, je dirais juste qu'il faut faire aussi attention parce que même s'il est important de vouloir dénoncer ces dégradations, se focaliser uniquement sur les dégradations, ça développe des esprits dépressifs. Si vous le regardez tous les jours, je le reconnais. Moi, c'est de temps en temps. Non, mais bien sûr. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que il ne faut pas oublier, là ce sera des sujets qu'on développera je pense juste après, c'est que l'Europe a décidé de s'engager dans un nouveau narratif de la peur. Et donc, il va falloir utiliser... de la terreur. De la terreur. Et donc, il va falloir utiliser la peur de la population. Parce qu'il y a l'agacement, d'accord ? Il y a l'agacement de la population avec des revendications légitimes qui sont totalement ignorées. Et surtout, c'est là on voit encore une fois le Rassemblement national qui se retrouve censuré. Eh bien, ce sera le fait de pouvoir supprimer une bonne partie de la parole du peuple. Eh bien, avec toutes ces contraintes, la peur permet de soumettre les populations. Parce qu'on peut proposer des pseudo-palliatifs qui permettent simplement de continuer ce contrôle de population. Et c'est pour ça que là, on voit même une ingénierie sociale qui est en train d'exploser sur le sujet russo-ukrainien, par exemple. Eh bien, on va y revenir en effet, mon cher Raphaël. Monsieur le sénateur, sur cette agression, vous qui en plus, si je ne m'abuse, avez été inspecteur général de l'éducation nationale. Hein. Oui. Voilà, donc c'est des sujets qui doivent vous toucher. Oui, enfin, il y a 20 ans, j'étais inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale. Oui, et c'est vrai qu'on inspectait beaucoup d'établissements scolaires. Moi, d'ailleurs, j'en ai gardé une grande admiration pour les enseignants, parce que c'est un métier qui est difficile. Je trouve d'ailleurs qu'ils ne sont pas suffisamment payés par rapport à d'autres pays, d'ailleurs, pour ne prendre que l'exemple de la Finlande ou autres. Et c'est vrai que c'est un des gros problèmes, le paiement et les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants. C'est pas normal qu'ils soient aussi peu financés. Alors, il y a 20 ans, hein, donc c'est-à-dire que j'ai pu suivre en détail où en est l'éducation nationale maintenant. J'ai tendance à penser, quand il y a eu cet événement-là, que d'abord, il faudrait vérifier, je fais confiance à De Souche, mais il faudrait vérifier quand même les chiffres. On a quand même une administration d'éducation nationale, quoi qu'on en dise, qui est assez décentralisée. Il y a des rectorats, des inspections académiques qui ont quand même une grande indépendance et qui font ce travail de ressources, enfin de récupération de tous ces faits. Donc il faut savoir si c'est aussi important que vous le dites. Ça, je ne sais pas. Il est évident, et ça j'avais déjà constaté, est-ce que les enseignants sont suffisamment soutenus par leur hiérarchie ? Vous savez que les lycées comme les collèges, le proviseur ou le directeur de collège est comme un chef d'entreprise. Oui, le principal, oui. Et puis c'est un établissement public local d'enseignement, donc avec une autonomie. Ils ont des grandes responsabilités, sont vraiment des chefs d'entreprise, et moi je les admiratifs. D'ailleurs, quand il y a un problème dans la direction, l'établissement fonctionne mal. Tous les problèmes qu'on a eu nous dans les directions, c'était parce que le principal ou le proviseur n'était pas à la hauteur. Mais c'est vous avez vu dans l'affaire Paty l'importance
l'importance du chef d'établissement, dont le professionnalisme a été reconnu. Mais non, mais bien sûr que si, mais ça va dans votre sens. Non, mais justement, laissez-moi terminer mon explication. Est-ce que dire, donc il y a hiérarchie, inspection académique, la hiérarchie rectorale. Alors c'est vrai que face à ces problèmes, on a souvent, je dis pas, prenez l'exemple, j'allais venir sur l'exemple de Paty, on a bien senti que le proviseur, je ne veux pas remettre en cause, il y a eu une inspection d'ailleurs de l'IGNER, mon inspection, j'ai trouvé qu'elle était trop rapide et qu'elle était un peu curieuse. Parce qu'en fait, il y a vraiment une responsabilité, alors c'est une responsabilité qu'on peut peut-être expliquer, parce qu'il y a la logique du proviseur ou la logique de l'inspection académique du rectorat, qui est prudente et qui ne veut pas grossir les choses. Mais moi, je pense qu'un des gros problèmes que l'on a, notamment dans l'action des enseignants, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions qui soient vraiment très fortes. Là, sur une affaire comme ça, il est évident qu'il faudrait qu'il y ait de la part non seulement de l'établissement, mais aussi de la hiérarchie administrative de l'éducation nationale, peut-être même de la justice d'ailleurs, des sanctions qui soient fortes. Et c'est ça, je crois, qu'un des problèmes que l'on a, d'ailleurs, on le revoit aussi d'ailleurs dans les dysfonctionnements ou dans tous les dérapages qu'il y a dans beaucoup de communes, c'est qu'on a d'ailleurs ce que disent un peu les policiers, on a des sanctions qui ne sont pas suffisamment fortes et qui ne sont pas dissuasives. Et là, je crois que c'est un des problèmes. Alors, est-ce que c'est, comme le dit monsieur, excusez-moi, monsieur Beslu, Raphaël Beslu, voilà, est un phénomène qui déstabilise complètement le système éducatif? Je ne sais pas. J'imagine qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, ça je vous confirme. Mais en même temps, moi, j'ai cette administration d'éducation nationale, j'en suis admiratif. Je voulais juste rappeler un fait, c'est que pendant la guerre, de 1939 à 1945, cette administration a continué à fonctionner. Sans vraiment, elle a continué à fonctionner, et bien. Et que c'est une administration qui est très puissante, qui a des défauts, mais qui a beaucoup de qualités, et qui sait résister à ce genre de choses. Voilà, je dis ça parce que je n'ai plus la vision de l'éducation nationale depuis 20 ans. Donc peut-être mon jugement est peut-être marqué. Et moi, j'en suis sorti l'année dernière. Voilà, sorti, voilà. Si je peux juste rebondir sur un point, c'est vrai qu'il y a à mon avis, les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Mais là, pour cette anecdote précise, je pense vraiment que là, on parlait des solutions à mettre en place. C'est vrai que normalement, il faudrait une autorité forte. Il faudrait qu'un établissement puisse, par exemple, mener des sanctions, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est plus profond que ça. Parce que moi, j'ai été éducateur sportif dans le milieu de la boxe française, et j'étais dans les quartiers prioritaires de Bordeaux, et je m'occupais de l'éducation donc de ces jeunes par le biais du sport, et je les ai accompagnés pendant 2 ans. Différents types d'âge, différentes catégories, mais c'était les quartiers prioritaires. Le grand problème qu'il y a, c'est surtout le fait qu'ils ne reconnaissent pas une autorité, et là, ça s'appelle du bon sens. Parce que une jeunesse qui, certes, on peut considérer comme sauvage, c'est-à-dire que les professeurs que l'on a aujourd'hui, beaucoup de professeurs, à cause justement d'un système qui fait qu'ils ne sont pas formés, qu'il y a très peu de moyens, que les classes étaient pendant longtemps vraiment trop nombreuses, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir une sorte de cohésion et une harmonie pour gérer l'éducation de la jeunesse, c'est qu'on a surtout des personnes qui ne sont pas respectables. On a des professeurs qui ne sont pas des figures d'autorité directement. Et ce n'est pas parce qu'on va mettre en place des sanctions qu'on va réussir à forcer un respect qu'on ne peut pas avoir. Si je dis ça, c'est parce que je vous dis que j'étais éducateur en utilisant le sport de combat. Moi, j'ai pu voir dans les écoles justement énormément d'élèves dans des quartiers prioritaires qui sont ce qu'on appelle de la racaille, mais qui respectent énormément certains professeurs et qui avaient même un lien très très fort, un lien même presque paternel. Et c'est pour ça que ça m'étonne que ce soit... Et peuvent être très irrespectueux avec d'autres. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais par exemple, je vais même dire, c'est que là, je suis étonné. C'est pour ça que je pose la question, quel est le motif? Parce que normalement, même le professeur de PS, c'est souvent le professeur avec lequel il y a le plus de liens avec les élèves. Et normalement, c'est le professeur de français ou d'anglais ou autre, où ça peut être plus compliqué. Mais c'est qu'il faut vraiment le dire, malheureusement... les professeurs ne sont pas respectables, mais je n'insulte pas et je n'attaque pas directement. Les professeurs, c'est qu'ils sont mis dans des conditions où ils ne peuvent pas eux-mêmes être des figures d'autorité. Je pense que c'est un point, à mon avis, important. Je ne dis pas que tous les enseignants ne sont pas respectables, il y en a qui arrivent, mais pour aller dans votre sens, moi je me souviens très bien on faisait l'inventaire chaque année des problèmes des lycées, en fait tous les inspecteurs allaient dans les lycées ou les collèges, et en fait on s'était rendu compte, c'était il y a 20 ans, je pense toujours la même chose, que quand il manquait des structures de pouvoir, c'est-à-dire le censeur, les accompagnants, c'est-à-dire qu'il manquait des gens qui accompagnaient,
là, il y avait dégradation de la discipline dans l'établissement. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, et là, je vois c'est vrai que cette dame qui était EPS, et ça c'est une dame, hein, c'est oui, ça. Oui, c'était un professeur de PS. Elle n'avait peut-être pas avec elle, elle aurait peut-être dû avoir avec elle peut-être des gens qui l'accompagnent, enfin des gens d'autorité dans le lycée. Et je crois que c'est ça un peu peut-être. Enfin, moi, c'est un collège. C'est un collège, dans ce collège, pardon, oui. Et c'était des gens, des jeunes du lycée, j'ai compris. Mais c'est vrai que je me souviens encore de ces chiffres-là. Alors, quand on avait suffisamment de personnes, on n'a pas de problème. Dès qu'il y avait un peu moins de personnes, eh bien, il y avait des problèmes. Bah justement, vous avez un auditeur. Y en a-t-il vraiment une formation pour aider les enseignants à faire face à de tels agissements ? Après 40 ans, nous dit cette auditrice, après 40 ans d'éducation nationale, y compris dans les banlieues, 93, 94, 78, ZEP, je dis que non. On pourra apprendre à ces enseignants à ne pas faire appel au proviseur ou à une autre autorité du lycée à venir en cours pour faire tenir les élèves tranquilles. Ceux-ci se vengent au cours suivant. C'est une question de caractère personnel. Si les élèves voient que leur professeur veut les aider, cela marchera. Bon, bah là, ça va assez dans le sens de Raphaël. Oui, tout à fait. Très bien. Je vois que Mike Borowski est déjà là et nous regarde d'un œil sympathique. Voilà, vous avez un autre auditeur, on revient sur, parce qu'après vraiment, allez, on va lancer le grand entretien avec le sénateur Yves Pozzo di Borgo, donc je reviens sur le premier point, cet auditeur. Pour ce qui est de la bêtise de Marine Le Pen, à propos du Conseil constitutionnel, il semble que les autres candidats au siège ne soient pas meilleurs que Richard Ferrand, on avait même parlé de Dupond-Moretti, c'est dire, aurait été pire. Bah oui, et probablement, quoique. Bon. Alors, le dernier point, en fait, va être le développement du sujet. Hein. On a pris comme thème le retour des nations, mais on pourrait parler aussi de l'Europe qui sort de l'histoire. Ça serait aussi, mais on l'a déjà fait à plusieurs reprises ces dernières semaines, suite à cette conférence pour la paix, la sécurité de l'Ukraine et ses forces volontaires de réassurance, c'est le mot qui a été employé, qu'aimerait que Macron et Starmer en particulier, parce que ce sont les deux qui sont en pointe sur le sujet, aimeraient pouvoir imposer à la Russie comme force de maintien de la paix en Ukraine, sachant que nous avons affaire à des puissances de l'OTAN et que ça a toujours été considéré par Vladimir Poutine comme une ligne rouge. Donc je vais évidemment poser tout de suite, et puis après Raphaël pourra échanger évidemment avec le sénateur Pozzo di Borgo, mais c'est à vous, bien sûr sénateur, que je vais poser la question, non sans rappeler donc que vous avez été pendant de nombreuses années donc sénateur, que vous avez exercé des fonctions au cours de ces mandats, vice-président de la Commission des Affaires européennes, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous avez été membre de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, alors ça c'est la situation en fin de mandat, membre de la Commission des Affaires européennes, membre du groupe, alors vous étiez aussi membre du groupe Union Centriste, et on sait que vous êtes sénateur qui était proche en tant que sénateur de Paris, du 7e arrondissement de Paris. Donc vous avez évidemment une grande expérience sur l'ensemble de ces sujets, donc j'ai envie de vous poser tout de suite la question de la façon dont vous interprétez ce qui s'est déroulé à Paris jeudi, avec 31 États, pas moins de 31 États qui se sont réunis à la demande expresse du président Emmanuel Macron. Oui, c'est de l'OTAN, j'imagine. Pour beaucoup, puisque vous avez même le Canada. Vous voyez, l'Europe est vaste. Mais le Canada est dans l'OTAN, oui. Alors. C'est 32 pays de l'OTAN, sauf les États-Unis. Je pense que les États-Unis ne devaient pas être là. C'est ça. Ouais. Non, si vous voulez, je crois que... Alors, c'est un peu plus complexe pour analyser ce genre de choses. Le problème c'est un peu long, je vais peut-être être un peu long. Le problème de l'Europe, c'est que, si vous voulez, c'est qu'elle a vécu depuis les années 45 jusqu'à aujourd'hui sur un concept géopolitique qui était la priorité, qui était le lien transatlantique. C'est-à-dire, en fait, le partenariat avec les États-Unis qui était nécessaire, d'ailleurs, ce sont des alliés, ils font partie de notre histoire, mais les États-Unis ne sont pas un pays européen. Les États-Unis ne sont pas l'Europe. Et ce concept transatlantique, si vous voulez, pratiquement a été, en fait, on pourrait dire de façon un peu rapide, que c'était une sorte de concept de soumission à toute la stratégie américaine, même s'il y a eu des réactions, Chirac, De Gaulle, même Giscard, enfin, ou même Sarkozy, à l'indépendance à l'égard de la stratégie américaine. Et moi, j'ai tendance à penser
que le problème important pour l'Europe, c'est d'avoir non pas en géopolitique un concept de lien transatlantique, mais plutôt d'un lien continental. Parce que si vous voulez, on le voit très bien, dans le monde entier, les continents s'organisent entre eux. Et l'Europe, pour le moment, est le seul continent qui ne s'est pas organisé de façon continentale, puisque le continent européen, c'est, si vous voulez, c'est de Brest avec les pays de l'Est jusqu'à Vladivostok, la Russie. Et oui. Et c'est là où je considère, si vous voulez, que l'Europe s'est fait piéger dans une stratégie qu'une partie des États-Unis, notamment le Deep State, c'était en fait la conception, si vous voulez, de Brzezinski, la conception de Kissinger. Leur objectif essentiel, parce que l'Amérique, depuis 1945, a cette gouvernance mondiale, était de la conforter, cette gouvernance mondiale. Alors, le premier point, il fallait d'abord se débarrasser du pouvoir des Anglais et des Français, parce qu'ils avaient eu trop d'importance, notamment par leurs colonies, et c'est l'affaire de Suez en 1956. Oui. C'est le premier point. Deuxième point, on a bien senti, si vous voulez, que les Américains, et c'est la thèse de Berezowski d'origine polonaise, ou Kissinger, qui est aussi d'origine européenne, qui ont quand même joué un très grand rôle dans la conception des choses au niveau des États-Unis, et qui est en fait une conception des choses qui ont affaibli l'Europe. Parce que leur problème à eux, c'était surtout d'éviter que l'Allemagne et la Russie deviennent presque un pays commun, en fait, deviennent l'Europe. Pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, c'était même pas d'ailleurs la France, c'était l'Allemagne, c'était surtout une grande puissance industrielle. Et avec toutes les ressources qu'avait la Russie, ça aurait été devenu cet ensemble Allemagne-Russie, avec évidemment les autres pays comme la France, seront devenus la première puissance, seraient restés la première puissance économique du monde. Or, les États-Unis ont pris le pouvoir sur l'Europe dans les années 2018, après la guerre de 14-18. Et c'est vrai que là, les concepteurs de la stratégie américaine, évidemment, ont tout fait pour éviter cela. Et c'est vrai qu'ils nous ont entraînés, ils ont entraîné notamment, depuis longtemps, ils avaient réfléchi que le point si vous voulez, de friction et de tension qui pourrait éviter cela, c'était l'Ukraine. Et on sent très bien que c'est une longue stratégie depuis longtemps, depuis l'éclatement du mur, que c'était cette stratégie de pénétrer, de contrôler la Russie. Alors d'abord, ça a été lorsqu'il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, il y a eu des accords qui ont été faits, que personne ne conteste, mais qui existent vraiment. Mais surtout, on a bien vu que les États-Unis se sont pratiquement emparés de la Russie, puisque pratiquement c'est qu'on fait élire Helsinki, et c'était tous les intérêts économiques et politiques américains qui gouvernaient avec les oligarques, qui gouvernaient la Russie jusqu'à l'arrivée de Poutine. Et puis ils ont vu arriver Poutine, qui était quelqu'un un peu falot, timide. Ils ont dit, bon, on va bien le gérer, cette personne-là. Et manifestement, c'est là où Poutine a commencé à réagir. Il a dit, non, moi je suis russe, j'ai pas envie de reconstituer l'Empire russe, mais je voudrais surtout que la Russie reste la Russie. Parce que derrière tout ça aussi, derrière les intérêts américains, derrière la conception de Berezynski et derrière la conception de Kissinger, il y avait aussi cette volonté de faire éclater la Russie en plusieurs républiques. Comme ça aurait été beaucoup plus facile pour contrôler ces pays, ça aurait été plus facile. Et surtout, ça aurait été beaucoup plus facile pour avoir accès à la richesse de ces pays. Parce que la Russie est vraiment un coffre-fort de minerais, un coffre-fort de gaz, de pétrole, c'était extraordinaire. Pour les Américains qui n'ont pas ça, et de terres rares, parce que des gros problèmes actuellement du président Trump, c'est qu'il se rend compte qu'il n'a pas de terres rares, d'où les bêtises qu'il a dit sur le Canada et sur le Groenland, parce qu'il a un gros problème, il manque de terres rares. Et alors, c'est vrai que l'Europe, et c'est cette réunion que j'ai vue hier, si vous voulez, je trouve que c'est vraiment la continuation de cette soumission de l'Union européenne, de la stratégie américaine, qui a complètement changé. Mais alors voilà. C'est-à-dire avec l'arrivée de Trump, si vous voulez, Trump, lui, d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est la guerre d'Ukraine. Trump, il a compris une chose, c'est que l'Amérique était la puissance globale, mais qu'il y a deux phénomènes qui sont passés. Le premier, si vous voulez, c'est la guerre en Ukraine. Et que la guerre en Ukraine, il a bien vu que malgré les 1300 milliards du budget militaire de l'OTAN, enfin de tous les 32 pays de l'OTAN, la Russie, qui n'a que 108 milliards, a gagné la guerre contre l'Union européenne, contre l'OTAN, contre les États-Unis et contre l'Ukraine.
Et Trump l'a constaté, si vous voulez. Et malheureusement, on a l'impression que les Européens considèrent qu'on n'a pas gagné. Ça me fait penser à lorsqu'Hitler s'est fait battre à Stalingrad, à l'époque, c'était en 1943. Toute la propagande allemande de Goebbels, c'est de dire on a gagné contre Stalingrad, alors qu'ils avaient été complètement écrasés, je ne sais pas. Et ça me fait penser un peu à ça, si vous voulez, ce déni de réalité des choses. Regardez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un autre phénomène que l'Europe n'a pas compris, quand vous pensez que c'est la montée en puissance des BRICS. Ouais. Quand vous pensez qu'au Parlement européen, la dernière fois où on a abordé le problème des BRICS, c'était en 2013. Or, la montée des BRICS, c'est une montée d'abord apparemment économique, c'est-à-dire en fait c'est quand même maintenant, moi je me souviens, j'étais à l'Assemblée parlementaire mondiale et ma dernière réunion était en avril 2017 à Dhaka au Bangladesh. Il y avait tous les parlements du monde et moi je représentais le Sénat français, puis il y avait mes collègues qui représentaient l'Assemblée nationale. Il y avait tous les parlements du monde, sauf les Anglais, sauf les Américains, parce que les autres pays ne voulaient plus les Américains, ils en avaient assez. Et là j'ai bien vu la coupure qu'il y avait d'un côté entre le monde occidental, c'est-à-dire en fait l'Europe et les Américains et le reste du monde, c'est-à-dire 1 milliard de personnes contre 7 milliards. J'ai senti que les 7 milliards de personnes ne supportaient plus, si vous voulez, les Occidentaux. N'oubliez pas que les Occidentaux, pendant plusieurs siècles, ont été ceux qui ont dominé le monde. Hein, c'était d'abord la France, l'Allemagne, l'Europe avec ses pays qui avaient colonisé le monde. Mais partout, c'était vraiment... Et puis les Américains avaient remplacé l'Europe. Et là, on sentait tout eux qu'il y avait une réaction contre tout cela. Et les BRICS, c'est ça. En fait, les BRICS, c'est maintenant des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, des pays comme l'Afrique du Sud qui entraînent l'Afrique, des pays comme le Brésil qui entraînent l'Amérique latine. C'est en fait pratiquement c'est 7 milliards de personnes contre 1 milliard de personnes. Et les BRICS, c'est aussi une puissance économique. Maintenant, il faut bien comprendre, alors je n'ai pas les chiffres exacts, ils ont dû varier, mais à un moment, j'avais le chiffre, les BRICS, c'est 37% du PIB mondial, alors que l'Amérique et l'Europe, c'était 27%. Alors mes chiffres doivent être... Ouais, mais le rapport de force est le suivant. Et dont on ne s'est pas rendu compte, alors évidemment, vous savez, quand les gens qui sont universitaires se disent « Oui, vous savez, il y a la conférence de Shanghai. » Non, les BRICS, d'après moi, c'est un phénomène politique fondamental qui est en train de reconfigurer complètement l'architecture mondiale. C'est un basculement du monde. Un basculement du monde. Et on l'a bien vu d'ailleurs. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'affaire de l'Ukraine. Les BRICS n'ont pas suivi la position des Européens et la position de l'Amérique. Regardez tout simplement, et d'ailleurs les BRICS sont très solidaires avec la Russie. Quand vous envoyez en France cette caricature de communication qui a l'air de dire que la Russie est isolée, c'est pas vrai. On l'a bien vu à Kazan, il y avait tous les pays du monde. On l'a vu encore récemment. C'est nous qui sommes isolés. Bien sûr, on l'a bien vu encore récemment quand il y a la réunion Chine-Europe, le président chinois, il ne vient pas. Mais par contre, il va le 9 mai à la grande cérémonie de souvenir des Russes à Moscou. Et si on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, que derrière tout cela, même si les BRICS sont dans une logique non pas de tension, de guerre, ils sont dans une logique d'exister, ils sont dans une logique d'avoir une communication avec tout le monde, d'exister, d'avoir... Mais on se rend très bien compte qu'il y a d'un côté le monde occidental et notamment l'Europe. Alors ce monde occidental et, j'allais dire, l'Europe et les États-Unis étaient liés jusqu'à l'arrivée de Trump. Et Trump, lui, il a compris, il a dit, écoutez, maintenant, vous êtes assez grand, hein, vous étiez une première puissance économique, l'Europe, et vous n'avez pas fait de défense. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la vie politique, j'étais avec Jacques Canuet, on était très européens, et je me souviens, on avait un gros problème sur la défense, parce qu'on savait très bien que la défense prenait de plus en plus de pas, l'OTAN prenait de plus en plus de pas. Et je me souviens encore la thèse de Canuet, c'est-à-dire il y a 2 piliers pour la défense européenne. Il y a le pilier OTAN, qui n'est pas écarté, mais il y a aussi le pilier défense européenne. Sauf que le pilier défense européenne a été complètement disparu. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé comme sénateur, je faisais partie de l'Assemblée parlementaire de l'UO, qui était une assemblée parlementaire qui s'occupait de défense. Et lorsqu'on a reconnu, on est réintégré, lorsque Sarkozy a fait réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2010 ou 2011, eh bien l'UO a été supprimé. C'est-à-dire que le deuxième pilier de l'OTAN, qui était la défense européenne, a pratiquement disparu. Et là, subitement, Trump, il dit, écoutez, j'en ai assez, moi, de payer. Vous êtes gentil. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il dit qu'il paie, mais en même temps, sur les 100% d'achats d'armes qu'il y a en Europe, 61% sont des achats aux Américains. Donc, il n'est pas mécontent, Trump, d'avoir des usines américaines qui fonctionnent pour fournir des armes aux Européens.
Mais Trump, il dit en même temps, c'est moi qui paie l'OTAN, j'en ai assez, eh bien débrouillez-vous. Et là, subitement, on a vu quoi un petit peu comme les pays européens, si vous voulez, notamment Macron et autres, qui se sont excités là-dessus, en disant qu'il faut à tout prix faire une défense européenne. Et donc, un petit peu comme des poules à qui on a coupé la tête et qui continuent à fonctionner tout seul, il dit qu'il faut qu'on fonctionne quelque chose. Il y a un autre problème aussi où là, moi, je considère qu'on est vraiment en train de déraper complètement, et c'est pas depuis cette affaire de défense, c'est que nous avons une Commission européenne qui a maintenant tous les pouvoirs et qui surtout quotidiennement fait des coups d'État institutionnels. Elle n'a pas de compétences de défense, la Commission européenne. Elle n'a pas. Comme elle n'avait pas d'ailleurs des compétences sur les vaccins. Et vous avez Mme von der Leyen qui décide de faire cet emprunt de 800 milliards pour la défense. Et aucun des pays ne réagit. Mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, alors il faut bien comprendre les choses aussi. Quand vous prenez les rapports de force à Bruxelles, théoriquement, qui décide, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est les 28 chefs d'État. T'as 27. C'est eux qui décident tout. Combien ils ont de fonctionnaires, le Conseil européen? 30. Il y a 30 fonctionnaires à Bruxelles qui s'occupent du Conseil européen. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Et la Commission européenne, c'est 39 000 personnes. Oui, mais on n'est pas sur un rapport de force. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les chefs d'État, quand ils arrivent à Bruxelles, ils sont pénétrés des problèmes de leur pays, quels qu'ils soient, français, allemands ou autres, mais en fait, ils n'ont pas la vision. Ils ont cette vision, bien sûr, ce pas des imbéciles, mais en même temps, qui monopolise, qui impose, qui structure le débat du Conseil européen, c'est la Commission européenne, et qui impose pratiquement toutes ces décisions. Et là, je crois que c'est un des gros problèmes pour la démocratie européenne, parce que d'abord, on ne respecte pas les traités, on ne respecte pas le droit, on ne respecte pas. Et ça, c'est quelque chose qui est actuellement majeur en Europe. On le constate sur beaucoup de choses. Et je ferai juste une parenthèse. Par exemple, nous sommes en guerre avec la Russie depuis 3 ans. On n'a jamais appliqué l'article 35 de la Constitution française qui nous déclare la guerre. Mais c'est des choses qui sont folles. Je dis ça parce que on a un véritable problème, un éclatement actuellement à cause de cette affaire d'Ukraine, à cause de cette brutalité qu'a installée Trump en faisant changer le paradigme, en changeant l'architecture classique. L'Europe était bien au chaud avec les Américains, ils nous donnaient des ordres, on les respectait, ils nous donnaient un narratif, on le répétait, enfin tous les journaux. Moi je me souviens, pendant la guerre d'Ukraine, c'était terrible. Vous aviez un bureau de la CIA c'était plus simple Washington de ne pas avoir à réfléchir. Sortait le communiqué, vous avez Mme von der Leyen qui sortait le communiqué, vous avez, à l'époque, c'était le patron de l'OTAN qui sortait le communiqué, et tous les chefs d'État sortaient le même communiqué, mais c'était caricatural. Et puis les journaux, évidemment, reprenaient sans esprit critique ce narratif qui partait d'un bureau de Washington. Et je crois que, alors pour en revenir à ce que disait l'initiative du président Macron, je trouve que c'est bien que l'Europe prenne conscience, si vous voulez, il faut qu'elle ait sa propre défense, que l'Europe prenne conscience, se réunisse, ça, moi, cela ne me choque pas. En ce qui concerne la défense, d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs à l'Europe, c'est aux nations européennes à se réunir. Ça me choque pas. Mais en même temps, si vous voulez, je crois que derrière tout ça, l'arrière-fond de cette réunion, c'est qu'ils considèrent, et c'est là où c'est vraiment caricatural, que la Russie est un adversaire. Mais un ennemi, une menace existentielle. Une menace existentielle. Le narratif actuellement sur la Russie qui va attaquer l'Europe, mais c'est caricatural quand on connaît les choses. Alors moi, j'ai tendance à penser, je ne veux pas être trop long, mais ne pas non plus monopoliser la parole, mais j'ai tendance à penser que, si vous voulez, que ce narratif que les médias reprennent sans esprit critique, le narratif de Macron qui est caricatural, en plus, on sait que Macron, il sait très bien que c'est faux, mais le problème, il a besoin de raconter cela. Et la Commission européenne raconte la même chose. Je crois qu'il y a aussi, et les jeunes générations des politiques, je prends l'exemple du ministre des Affaires étrangères qui n'a jamais mis les pieds en Russie. Jamais de sa vie, il a mis les pieds en Russie. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, pour le prendre lui, alors que son père, je me souviens, le premier homme politique était allé en 89, quand l'Union soviétique a explosé, le premier homme politique qui était allé en Russie, c'était Jacques Barrot. Il avait ramené d'ailleurs des jeunes Russes pour les former. Voilà, je me souviens encore de tout ça. Mais je prends cet exemple parce qu'on sent très bien, ils ignorent complètement les changements. Ils ne connaissent pas. Moi, j'ai vu encore récemment, je ne veux pas dire les noms, j'avais une réunion comme ça avec des anciens militaires très importants, enfin au niveau des généraux et autres, mais qui avaient une vision de la Russie, d'une vision qu'ils regardaient avec les lunettes d'avant 89. Alors, vous savez, les gens meurent de faim en Russie. Alors que maintenant, la Russie, regardez ce qu'il y a. Pour le FMI, c'est la 5e puissance économique du monde. Et ce n'est pas l'économie de guerre qui le fait faire. Regardez aussi dans le PIB. Le PIB est à 4 ou 5%, c'est le 4e pays en avance du PIB.
Mais c'est une ignorance complète de la Russie qui fait qu'on a ces discours complètement surréalistes en disant la Russie va nous attaquer, les chars russes seront à Paris. Enfin, vraiment, tout ça n'est pas crédible. Voilà. Ben, merci. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, mais écoutez, vous avez bien planté le sujet. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe un petit bobino, et puis après, on aura les réactions de Raphaël. Et alors, j'ai vu en cours de route les questions commencer à tomber comme gravelotte, donc je vais me reposer sur Raphaël, le temps que je puisse, n'ayant pas de mon assistante, Lara Stam, qui n'est pas là encore une fois cette semaine. J'espère bien qu'elle sera là la semaine prochaine. Je vais laisser évidemment Raphaël pouvoir répondre au sénateur Yves Pozzotti-Borgo. Alors sur quel point en particulier ? Déjà, je pense qu'il y avait ce basculement du monde avec les BRICS. Ça me paraît un point extrêmement important du développement du sénateur. Et puis cette méconnaissance des Occidentaux, des Européens vis-à-vis de la Russie, au point, en effet, d'en faire un ennemi et une menace existentielle. Alors, pour le sujet des BRICS, nous, on l'a énormément travaillé ces derniers mois, ces dernières années. Et il faut dire que lorsqu'on avait Joe Biden qui était président des États-Unis, la politique américaine qui était mise en place se justifiait grandement, toutes les actions des pays membres des BRICS et aussi des candidats. On a vu une ruée de candidats pour tenter de rejoindre les BRICS. Maintenant, donc on va dire que c'est 40% du PIB environ, c'est la moitié de la population mondiale actuellement, et ça va augmenter. C'est vraiment, après, il faut quand même se dire, c'est une coopération économique parce que c'est uniquement sur ce plan-là. Parce qu'il y a des pays qui sont quand même en tension, ça permet de calmer certaines tensions, lorsqu'on va parler des tensions entre l'Inde et la Chine. Vous savez quand même qu'à leurs frontières, ils négocient pour se battre à coups de massue ou à coups de poing. Ou même il y a des pays qui sont quand même très distants et qui n'ont pas forcément d'affinité même culturelle ou qui viennent d'un système monde différent. Lorsque vous prenez l'Afrique du Sud, si vous prenez le Brésil et qu'après vous allez justement en Asie, ce sont des partenaires certes, mais uniquement sur le plan économique. Maintenant, les BRICS, ils vont continuer le système des BRICS va continuer à se consolider. Surtout, il y a un intérêt pour les BRICS une fois qu'il y a eu les sanctions qui ont été mises contre la Russie. Ça a été une justification en plus pour dire qu'il ne faut plus subir le système financier occidental. Par contre, avec Donald Trump qui arrive au pouvoir, maintenant c'est différent. À mon avis, il va y avoir un ralentissement, un grand ralentissement sur, on va dire, le développement des BRICS, pour la simple et bonne raison que Donald Trump, avant même qu'il fasse son investiture, une fois qu'il a été élu, qu'on a eu les résultats, il a bien expliqué, tous ceux qui voudront quitter le marché du dollar seront sanctionnés durement et immédiatement. Donc moi je suis convaincu d'une chose maintenant, c'est avec la politique que met en place Donald Trump, c'est qu'on va avoir le marché du dollar qui va tenir encore longtemps. Et je pense que pour certains pays, finalement, ce serait plus si intéressant que ça de vouloir s'écarter un petit peu du marché du dollar parce qu'il va y avoir un renforcement de la part de la politique de Donald Trump et de force aussi, en fait. Donc ça pour moi, c'est un point quand même à noter. Oui, je crois que sur l'affaire vous avez tout à fait raison sur la montée en puissance des BRICS, les différences qu'il y a. Il y a deux remarques. La première, rappelez-vous, toute la stratégie américaine était d'éviter que, vous savez qu'il y a 4 grands pôles gaz, pétrole, qui étaient la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, avec l'Arabie Saoudite et puis les États-Unis. Et toute la stratégie, d'ailleurs, ça explique toutes ces guerres des Américains, était d'éviter que l'Iran et l'Arabie Saoudite fonctionnent ensemble. Donc il y avait des tensions qui étaient provoquées, et il y a toujours eu des guerres là-bas pour éviter, ça c'est derrière les Américains, l'arrivée de l'Irak, enfin, tout ça, pour éviter que ces 2 grands pôles de gaz et de pétrole s'unissent. Rappelez-vous ce qu'a fait Poutine dès qu'il est arrivé. Il a dit, il dit à MBS, au président, mais attendez, entendez-vous avec l'Iran. Et MBS lui dit, mais attendez, vous avez vu encore, il y a 15 jours, l'Iran ont bombardé nos installations pétrolières, vous voulez que je m'entende avec eux? Et Poutine a dit, oui, vous allez vous entendre avec eux. Et il a joué avec le président chinois. Il faut bien comprendre que si Trump joue beaucoup avec Poutine, c'est que Poutine, le président chinois, sont un petit peu actuellement les leaders de ces BRICS. Et les 2 pays, maintenant, échangent les ambassadeurs. Les 2 pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, pareil également, vous parlez évidemment, entre la Chine et le Pakistan, et des tensions très fortes, ou l'Inde, enfin, il y a beaucoup de tensions. Vous avez vu la dernière réunion à Kazan où ça commence à s'améliorer. Je ne dis pas que ça s'est réglé. Donc il y a derrière ce phénomène, derrière
ce phénomène des BRICS, il y a quand même un gros travail politique qui se fait. Troisième élément sur le dollar. Le dollar, pourquoi, si vous voulez, il y avait la volonté de faire en sorte que le dollar, eh bien, on le remplace. Notamment, c'est quelque chose qui est historique, c'est que pour la première fois, les pays du Golfe ne paient plus en dollars ou ne vendent plus complètement en dollars leur pétrole. Et puis, il ne faut pas oublier. Alors, mais en même temps, je crois qu'il y a une réponse d'ailleurs du président Poutine, du président chinois. Nous, il dit, mais nous, on n'est pas du tout contre le dollar. C'est parce que les sanctions nous ont imposé de trouver une autre monnaie que le dollar que nous avons commencé à travailler là-dessus. Mais je ne suis pas sûr que là, actuellement, avec l'arrivée du président Trump, il y ait une volonté d'affaiblir le dollar. Au contraire. Parce que d'abord, il y a beaucoup de fortunes d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs qui sont en dollars, ou en Chine, ou comme ça, même si la Chine s'est débarrassée beaucoup de dollars. Et donc, je ne crois pas que l'affaire du dollar actuellement soit un des éléments, si vous voulez, que pour le président Trump d'affaiblir les BRICS. Au contraire, personne n'est contre pour conserver le dollar. À partir du moment, si vous voulez, aussi une monnaie forte, où il n'y a pas les sanctions qu'il y a eu, enfin, avec notamment la suppression du système SWIFT, où les Russes sont obligés de fonctionner différemment. Voilà, c'est pour ça que je suis plus nuancé sur votre deuxième remarque en disant que le Trump va affaiblir les BRICS. J'avais laissé. J'ai pas dit affaiblir les BRICS. J'ai pas dit affaiblir les BRICS. C'est renforcer le marché du dollar. Et j'ai dit qu'avec cette situation-là, comparé à la période où il y avait Joe Biden par exemple, qui était le président des États-Unis, eh bien, on va avoir quand même un phénomène quand même de ralentissement. Il va y avoir moins d'euphorie, je pense, pour se ruer vers les BRICS. Parce que je dis juste un ralentissement et je ne dis pas du tout un phénomène inverse. Parce qu'il y a quand même une consolidation. Mais c'est que là, les États-Unis se réveillent et surtout sanctionnent. Donc, il va juste, à mon avis, y avoir ce ralentissement. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Je crois que, par exemple, l'Indonésie, 240 millions d'habitants, c'est une puissance économique maintenant, l'Indonésie. Elle est rentrée dans les BRICS malgré l'arrivée de Trump. Mais c'est pour ça qu'il faut... pense que Trump, moi, parce que j'ai eu des contacts avec les équipes de Trump, eux considèrent... Trump a râlé beaucoup sur les BRICS, de là, mais pas que pour ça. Il a râlé parce qu'il prenait conscience que, si vous voulez, d'abord, la puissance américaine n'était plus la gouvernance mondiale. Et j'ai tendance à penser, moi, ce que j'ai comme écho du côté des gens de Trump que je connais, qu'il est dans une logique au contraire de négocier, et de passer d'ailleurs par Poutine pour négocier avec les Chinois et autres comme ça. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il sera dans une logique d'affaiblir, il sera plutôt dans une logique, ce nombre d'affaires, Trump, de négocier pour les intérêts des Américains avec ces pays des BRICS. Voilà, mais c'est un peu la nuance que j'ai avec votre remarque. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est ce que j'ai dit en substance, parce que j'ai pas dit directement d'affaiblir les BRICS. Je dis qu'il y aura un phénomène de ralentissement, mais c'est pour ça qu'il faudra voir l'accord sur de cessez-le-feu ou les accords de paix avec l'Ukraine et les accords qu'il y a actuellement, les négociations avec la Russie. Voir comment en fait Donald Trump et Vladimir Poutine vont pouvoir négocier les différents accords en place, comment ils vont se partager l'Ukraine, s'ils décident de se partager l'Ukraine. Ça va être extrêmement symbolique pour voir la collaboration entre les deux. Je crois il faut bien comprendre, c'est là où les gens ne revoient pas l'histoire. Sur l'affaire de l'Ukraine. L'affaire de l'Ukraine, rappelez-vous, c'est tout bon. Ça part de 89, quand il y a l'explosion de l'Union soviétique et qu'il y a un accord Bush pour dire. Bush dit à Gorbatchev, ils s'entendaient bien tous les deux d'ailleurs, ils avaient des très bons. Il dit mais faites exploser le pacte de Varsovie, le père Bush, faites exploser le pacte de Varsovie, faites exploser l'Union soviétique. Fedorovski, là, l'ancien conseiller de Gorbatchev, m'a beaucoup raconté les choses. Et j'ai également un ami qui était secrétaire général adjoint de l'ONU, qui connaissait bien tout ça. Il dit en fait, l'accord qui s'est fait ne s'est pas fait entre Bush et Gorbatchev, mais il s'est fait entre James Baker, qui était l'homme de confiance de Bush pour toutes les affaires étrangères, sur Bush lui essayer de tout faire, et les équipes de Gorbatchev, puisqu'après il y avait même des textes écrits en disant l'OTAN resterait dans ses... Ça ne s'est pas fait. Et moi, je me souviens, j'étais à la conférence de Munich de défense. Vous savez, chaque année, il y a une conférence de Munich, c'est organisé par les Américains, la CIA, mais en même temps, tout le monde vient, même la Chine. Et ça se passe à Munich chaque année. Et là où est allé J.D. Vance cette année, qui a fait... Voilà. Et moi, j'ai été en 2007 quand Poutine a dit, écoutez, arrêtez, vous n'avez pas respecté vos paroles, nous avons fait sauter le pacte de Varsovie, nous avons fait exploser l'Union soviétique, mais là, vous ne respectez pas vos paroles et vous n'arrêtez pas de progresser. Donc, nous, ce qu'on vous demande... Ne touchez pas l'Ukraine et la Géorgie. Pourquoi l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine, c'est la création de la Russie. Et la Géorgie, c'était le pays de Staline. N'y touchez pas, c'est chez nous. Et il a dit ça. Il a redit ça aussi lorsqu'il y a eu, n'oubliez pas, en 2008, il y a eu une rencontre OTAN,
il y avait toujours un comité OTAN-Russie. Mais à l'époque, le fils Bush arrive, et c'est Leavitt à l'époque, le conseiller de Sarkozy qui m'a raconté ça. Le Bush arrive et dit, oui, nous allons faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Et là, vous avez une colère forte de Poutine qui vient voir Sarkozy, qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et Sarkozy réagit aussi de façon vigoureuse face à Poutine, il dit, écoute, arrête, avec Merkel, on fera tout, et ils ne rentreront pas, ni l'Ukraine ni la Géorgie ne rentreront dans l'OTAN. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, si vous voulez, les Américains ont continué. N'oubliez pas que de 2009 à 2000, en Ukraine, de 2009 à 2014, il y a eu 12 bases de la CIA qui sont installées aux frontières de la Russie. Et il y a eu le coup d'État de Maïdan. Alors Maïdan, on dit que c'est une... Moi, j'y suis allé, donc je connais ça, je suis allé juste à la fin. Mais j'ai bien vu que, évidemment, les gens réagissaient. Non, c'était un coup d'État monté par la CIA qui a dépensé 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars pour un coup d'État. C'est Victoria Nuland qui l'a dit devant le Sénat américain, et c'est également Elon Musk, quand il a sorti les chiffres de Louis VII, fait de l'agence de développement, il a vu qu'il y avait ces 5 milliards de dollars qui avaient servi à faire le coup d'État à Maïdan. Et là, Poutine, si vous voulez, quand il a vu qu'il y avait ça, il y avait déjà eu ces 12 bases de la CIA qui sont installées, ils ont dit, l'OTAN va s'installer à Sébastopol, ce qui n'était pas admissible. N'oubliez pas qu'aussi autour de la Russie, il y a je ne sais plus combien de bases OTAN. Je ne sais plus, n'oubliez pas que dans l'Amérique, il y a 850 bases dans le monde, et je ne sais plus combien autour de la Russie. Poutine a dit, mais est-ce que c'est moi l'agresseur? Non, c'est eux. Et donc, pourquoi il a pris la Crimée qui ça s'est fait? Bon, ils sont arrivés, il n'y a aucun mort d'homme, les Russes sont arrivés, les 3/4 des soldats ukrainiens ont dit, nous, on n'est pas ukrainiens, on est russes. Il y a eu un vote après, bon, on l'a contesté, mais les Occidentaux l'ont contesté, mais tout le monde était sensible pour russe. Et là, vous avez quoi? Vous savez très bien que l'Ukraine n'est pas un pays c'est un pays artificiel, qui a été créé par Staline, et dans laquelle... à la masse, je veux dire, la masse de Kiev, des gens qui étaient autour de Kiev, qui étaient plutôt des gens qui avaient du blé ou des agricultures, ils ont rajouté les 4 régions industrielles pour en faire un grand pays. Mais ces régions industrielles du Donbass et les régions de Kiev se sont toujours fait la guerre. Pendant la guerre 41-45, quand je suis allé en Crimée, moi, on m'a dit, vous savez, M. Pozzo, nous étions 3 millions de Criméens au début de la guerre. Et à la fin, nous n'étions plus que 1 500 000, parce qu'il y a eu un Criméen sur 2 qui a été tué par les nazis, mais pas les nazis ukrainiens, pas les nazis allemands, les nazis ukrainiens. Et vous aviez vraiment, à l'époque, cette tension permanente. Et lorsque Poutine est arrivé en Crimée, vous avez les 4 régions du Donbass qui commencent à se révolter, qui disent « nous, on veut retourner en Russie ». Et Poutine, il dit « mais non, vous restez en Ukraine ». Je ne veux pas, vous restez en Ukraine, moi je ne veux pas. Si je suis allé en Crimée, c'est pour protéger la Russie, pour éviter que l'OTAN s'installe à Sébastopol. Et il dit, je ne veux pas, vous restez. Moi, l'Europe, parce que des gens fuseaux horaires, j'ai pas envie de venir en Europe encore, d'avoir des problèmes. Déjà, j'en ai beaucoup, je ne veux pas en avoir d'autres. Et c'est pour ça qu'on a passé les accords de Minsk. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et ça, c'est une initiative du président Hollande. Même s'il conteste en disant que ça a été fait pour autre chose, c'était une initiative positive du président Hollande. Moi, j'étais même avec lui le 6 décembre 2014, quand il était allé à Moscou négocier avec le président Poutine. J'étais pas dans la négociation, mais j'étais dans l'avion présidentiel et j'ai pu parler avec lui. Et j'étais très fier parce que j'ai vu un président français qui a justement tout fait pour éviter la guerre. Et les accords de Minsk, c'était quoi? C'était quelque chose de très simple. C'est tout simplement, on faisait en sorte que les gens de Kiev, la Rada de Kiev, votent un statut particulier des 4 régions qui étaient des régions plutôt pro-russes. Et ces régions-là, c'est un peu ce qu'on faisait pour la Catalogne en Espagne ou les régions italiennes qui sont plus indépendantes. C'était ça, simplement. Et on avait mis 4. Il y avait 3 parrains dans ces accords de Minsk. Il y avait la Russie, la France et l'Allemagne. Et ces accords de Minsk, il ne faut pas oublier, ont été validés en février 2015 par les 28 pays, dont il y avait encore les Anglais, ont validé les accords de Minsk. C'est-à-dire que c'est un accord international et signé par l'Ukraine. Mmh. Et le problème, c'est que le président Porochenko, qui avait été élu en 2014, qui était le président russe, aux mains des Américains, a commencé, lui, à faire la guerre aux 4 régions, à bombarder les 4 régions. C'est comme si nous, en France, Paris, bombardait la Languedoc-Roussillon ou la Côte d'Azur en permanence. Et les Ukrainiens en avaient assez. En mai 2019 arrivent les élections présidentielles. Vous avez toujours le candidat Porochenko, le président sortant, qui est candidat. Il fait 10% des voix. Et puis vous avez un nouveau candidat qui arrive, qui s'appelait Vladimir Zelensky, qui dit « Moi, je vais faire la paix. Moi, je vais faire appliquer les accords de Minsk. » Il fait 70%. C'est-à-dire la seule fois où les Ukrainiens ont voté, ils ont voté pour la paix et ils ont voté pour les accords de Minsk. C'était
en 2019. Président Macron, qui était avec Mme Merkel, le parrain de ces accords, fait son travail. Et en décembre 2019, il réunit à Paris Mme Merkel, les deux parrains, le président Poutine et Vladimir Zelensky. Et il dit au président Poutine, est-ce que vous allez appliquer les accords de Minsk? Et Poutine dit, moi, il n'y a aucun problème, j'applique les accords de Minsk. Et il dit au président Zelensky, est-ce que tu vas appliquer les accords de Minsk? Et Zelensky a refusé. Et quelque temps après, Zelensky a dit, moi, je prépare la guerre pour reprendre la Crimée. Et d'ailleurs, quand on raconte que les responsabilités de la guerre, c'est la Russie, bien sûr, c'est la Russie qui envahit, c'est pas d'autres pays, on ne peut pas le contester. Mais il y a une responsabilité très forte d'abord des Américains, il y a une responsabilité très forte de l'Union européenne, qui avait fait quelque chose de fantastique, pour une fois de façon indépendante à l'égard des Américains, qui étaient les accords de Minsk, mais qui n'a pas eu l'autorité pour les faire appliquer, et elle avait les moyens, parce qu'entre 2014 et 2022, elle a donné je ne sais plus combien de milliards à l'Ukraine. Elle aurait pu dire, on ne donne pas l'argent et vous appliquez les accords de Minsk. Non, elle a accepté. Et je dis que dans cette affaire, sur l'affaire de l'Ukraine, si vous voulez, les responsabilités sont partagées. Et ça, je veux bien qu'on en prenne conscience, et c'est pour ça que quand le président Macron ment, mais il le sait très bien, parce que lui-même a été un des acteurs, il a fait bien son travail d'ailleurs, en tant que président, quand il a essayé de faire appliquer les accords de Minsk. Quand il dit que la responsabilité est complètement les Russes, que les Russes n'ont pas appliqué les accords de Minsk, il ment. Il le sait très bien. Parce que c'est lui qui a fait cette réunion en décembre 2019, et il sait très bien que la Russie était prête à appliquer les accords de Minsk, les appliquer. Alors, moi, il y a quand même une question que je vais poser à un moment donné. Raphaël, bien sûr, vous pouvez réagir par rapport à ce que vient de dire Monsieur le Sénateur. Et après, j'aurais quand même une question sur ce contingent de réassurance là, que les Européens veulent envoyer en Ukraine. Moi, me paraît quand même le cœur du Sud, un des cœurs du sujet, même si certains ne le prennent pas trop au sérieux. Raphaël, d'abord. Oui, je vais faire très court parce que c'est un bon rappel historique, ça ne concernait pas ce que je disais, mais je suis d'accord avec cette analyse de l'histoire des relations diplomatiques entre les différents pays. Moi, là, ce que j'expliquais, c'était qu'il fallait observer les négociations qu'il y a entre les États-Unis et la Russie. Parce que là, les signaux semblent quand même plutôt clairs, c'est que la Russie et les États-Unis sont déjà d'accord. Ils ont déjà leurs accords. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont décidé, et même ils écartent l'Europe et les équipes européennes du débat, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on voit les actions du couple franco-anglais, pour essayer de dire on existe et on aura quand même une présence, parce qu'on refuse en fait d'être sorti de l'histoire, justement. Et après aussi, ça permet de créer un ennemi, de lancer les grands financements, de développer cette Europe puissance, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est, là par exemple, on a l'Union européenne, on a eu le sommet avec donc l'Europe qui a décidé de ne pas lever les sanctions contre la Russie. D'accord ? Mais on a quand même l'Europe qui continue de dire, ainsi que Zelensky, c'est Poutine ne veut pas la paix. Poutine ne veut pas la paix, mais nous, on ne fait pas de pas en avant pour tenter de régler ce conflit. Le problème, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie a gagné en fait sur le terrain. La Russie gagne sur le terrain. Donc quand on parle des accords de paix ou que Poutine ne veut pas de la paix, c'est que en fait comme Poutine gagne la guerre, normalement ça devrait être plutôt aux Ukrainiens, aux Européens de calmer un petit peu leur arrogance. Il demande un cessez-le-feu sans condition à Poutine. Voilà. Hein, oui, bien sûr. Même, on rappelle. Et ça n'a aucun sens d'accepter ça. Mais ce que je veux dire, c'est parce que le sujet initial, on parlait quand même des BRICS. Allez-y. C'est juste pour faire très court, il faut voir comment les États-Unis vont gérer leurs relations avec la Russie, parce que les États-Unis, là encore récemment, il y a eu un grand document qui a été publié par les forces armées américaines qui désigne officiellement la Chine comme ennemi. On le sait déjà depuis longtemps que l'ennemi principal des États-Unis, c'est la Chine. C'est l'ennemi qu'il faut anticiper dans les années à venir, et c'est pour ça que ça demande de grands investissements sur le plan militaire. Et pour justement permettre aux États-Unis de maintenir un grand rapport de force pendant qu'ils essaient de réindustrialiser, de revoir un petit peu leurs relations commerciales, le niveau technologique, les matières premières, etc. Eh bien, il faut aussi pouvoir un peu casser les relations avec les alliés, parce que là, ça sonnait vraiment comme, on va dire, une sorte d'un amour parfait, les BRICS. C'est-à-dire, on a un ennemi intégral occidental, et on a donc une relation économique qui, là, comme je l'ai dit, c'est la moitié de la population mondiale, 40% du PIB mondial. Tout semble parfaitement bien se passer. Parce qu'il y avait la justification avec l'administration de Joe Biden. Mais là, avec Donald Trump, on est face à un partenaire qui peut redevenir intéressant.
pour certains pays. Oui. C'est ce que je pense. Donc c'est juste vraiment, je pense qu'il va falloir observer ça. Et l'Europe n'est pas concernée. L'Europe va continuer de toute façon. On en a parlé hier sur les plateaux de Géopolitique Profonde avec Pierre-Yves Vaugiron. Le but, c'est la liquidation. Voilà. Le but, c'est de faire un narratif de la guerre, de pouvoir prendre l'épargne des différents citoyens européens, d'une certaine manière, pour financer ce projet, pour qu'eux puissent se maintenir. Et ils ont besoin absolument de ce narratif de la guerre. Celui d'avant, c'était la peur avec la crise sanitaire. Et donc là, ils perdraient leur seul outil qu'ils peuvent utiliser pour écraser la population. On rappellera, moi, j'observe les sondages qui apparaissent en France, c'est qu'on a quand même eu des sondages qui étaient apparus pour nous faire croire que la moitié de la population française était capable, environ 40%, était capable d'aller mourir sur le front en Ukraine. Je veux rajouter sur l'affaire de l'Europe. Et si vous voulez bien, monsieur le sénateur, parce qu'il ne reste que 15 minutes, que j'ai plein de questions d'auditeurs, intégrez dans votre réponse aussi cette brigade des volontaires. Ça me passionne. Réassurance. C'était ce que Pétain avait proposé à l'époque contre la Russie. Hein. Oui, mais je sais. Le mot est quand même mal choisi, la brigade volontaire. On a un problème, c'est que l'Europe, bêtement, a durci les choses contre la Russie, et notamment, vous savez que le pays qui a reçu le plus de sanctions dans le monde, c'est l'Iran, avec 5000 sanctions. Et l'Europe en a donné 30 000 sanctions à la Russie. Et comme on avait déjà l'expérience des sanctions contre la Crimée, qui se sont retournées contre nous, ça s'est évidemment retourné contre l'économie européenne, qui est en grosses difficultés. L'Allemagne, la France, nous sommes dans un processus de grosses difficultés. Et deuxièmement, tout cet argent qu'on a envoyé à l'Ukraine, au lieu d'investir, je ne prendrai qu'un exemple. On râle contre Elon Musk. On a le Tesla, et puis Elon Musk, lui, il a Starlink. Le Tesla, c'est 750 satellites. Elon Musk, lui, Starlink, c'est 7000. On râle, on vote, on se fait piéger dans le débat sur les moteurs thermiques, on vote donc la suppression des moteurs thermiques. Vous avez la compagnie comment ça s'appelle, chinoise, BAD, la compagnie qui fait les voitures électriques, BID, c'est une compagnie qui est la plus connue, c'est d'ailleurs toutes les voitures chinoises qui arrivent sont de ces compagnies-là. Vous savez combien elle a de personnes en recherche et développement ? Elle a 120 000 personnes en recherche et développement, cette société. C'est-à-dire aucune société au monde n'a autant de recherche. Elle dépose 45 brevets par jour. Que voulez-vous que fasse l'Europe face à ces puissances ? Et l'Europe se rend compte qu'elle s'est énormément affaiblie économiquement et qu'elle est en difficulté. Et moi, je regrette qu'au lieu d'avoir une logique de négociation, parce que si l'Europe avait dit aux Russes, puisque, on va diminuer les sanctions, on va tout faire en sorte pour que la paix arrive, il n'y aurait eu aucun problème pour que les Russes acceptent qu'il y ait des troupes européennes en Ukraine. Le problème, c'est qu'on a voulu faire la guerre et qu'on est obligé de faire la guerre et de donner l'impression qu'on veut faire la guerre parce qu'on s'est tellement affaibli économiquement, qu'on évite que la population européenne constate que l'économie européenne est en de grosses difficultés et donc on la lance dans une logique de guerre. Et ça, je trouve que c'est criminel de la part des dirigeants européens, des dirigeants comme Macron et des dirigeants. C'est criminel. Voilà. Là, au moins, c'est très clair. Peut-être, puisqu'il nous reste un peu plus de 10 minutes quand même, les questions. Un auditeur, pour vous, monsieur le sénateur, la question. Comment expliquez-vous la passivité du Parlement européen face à l'attitude, justement, ces coups d'État institutionnels de Mme von der Leyen ? Alors, il y a des réactions. Le Parlement européen, il y a des parlementaires qui sont très combatifs, justement, contre les dérives de Mme von der Leyen. Sauf que, si vous voulez, le problème au Parlement européen, c'est que Mme von der Leyen est l'émanation de plusieurs groupes, l'émanation du groupe Renaissance, l'émanation du PPE, et notamment des Allemands qui sont très puissants, qui ont la majorité au Parlement européen. Donc vous avez d'un côté, un petit peu comme en France, d'ailleurs, vous avez une opposition qui est très critique, et puis en fait, cette opposition, si vous voulez, comme elle est minoritaire, Mme von der Leyen continue à faire ce qu'elle veut. Et dès qu'il y a un vote, la majorité qui a mis en place Mme von der Leyen, c'est-à-dire les équipes de Macron, le PPE, vote pour elle. Et c'est ça la difficulté du fait que le Parlement européen, qui non plus d'ailleurs vit un petit peu sur lui-même, alors c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui se passent au Parlement européen,
Mais franchement, quand vous pensez que le Parlement européen, la dernière fois où il a parlé des BRICS, c'est en 2013, c'est qu'il y a quand même dans cet organisme une façon d'appréhender les choses et d'appréhender le monde qui est un peu particulière. Une question à nouveau pour vous, monsieur le sénateur. Excellente émission, comme d'habitude. Merci, cher auditeur. Est-ce que, monsieur le sénateur, peut nous dire où trouver les informations, livres, revues, autres, vérifiées, équilibrées sur l'histoire de l'Ukraine depuis la chute de l'Union soviétique, comme il l'a fait à l'antenne ? Il y a énormément de livres, hein. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Hein. Puis tout simplement, il y a l'histoire. Vous prenez simplement la presse. Hein. D'ailleurs, il est très drôle, la réunion de Macron en 2019 avec Merkel, avec Poutine et avec Zelensky, il y a je ne sais plus combien de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Et on voit très bien d'ailleurs Zelensky qui se moque de Poutine, enfin avec méprisant. C'était vraiment fou. Et alors, c'est vrai que la question de cet auditeur est importante parce que malheureusement, moi j'étais parlementaire, faisais de la politique même avant, et puis j'ai passé toujours 2-3 heures chaque jour à lire tous les journaux, la presse, c'était pour moi très important. Et maintenant, je me suis rendu compte, en fait, que j'arrive plus à lire les journaux parce qu'ils m'apportent plus rien. Enfin, c'est peut-être dommage d'ailleurs, mais il y a quelquefois de bons articles, je ne veux pas dire cela. Mais globalement, quand vous prenez les réseaux sociaux, ça d'ailleurs, je suis aussi souvent sur X, vous avez beaucoup plus d'informations. Alors, il y a des fake news, faire attention, on se fait quelquefois piéger, mais franchement, les informations qu'il y a sur les réseaux sociaux n'ont qu'une comparaison avec les informations que donne le narratif classique des journaux et des médias. Et ça s'est beaucoup dégradé en 30 ans, c'est incroyable. Mais ça s'est beaucoup dégradé. Et on sent très bien d'ailleurs que le narratif de ces médias classiques est un narratif presque imposé et qu'il fonctionne en bande. Vous avez une dépêche d'AFP, tout le monde la reprend. Voilà, c'est fini. Elle-même financée par l'USAID, semble-t-il, ou elle l'était en tous les cas. À qui la Chine et les États-Unis achètent-ils leur matériel de dépense? Sont-ils autonomes? Pourquoi ne nous sommes-nous pas 60% achetés aux États-Unis? C'est ce que vous dites. Alors pourquoi nous ne sommes pas autonomes, nous? Pourquoi? La France était d'ailleurs le deuxième vendeur d'armes aux États-Unis, elle a toujours eu une politique d'indépendance. Et d'ailleurs, puisqu'on n'a pas parlé du nucléaire, mais c'est important, cette évolution du nucléaire. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que dans le premier accord Trump-Poutine, il a décidé de faire une grande conférence mondiale pour diminuer le nucléaire dans le monde, parce que si tout le nucléaire explose, la Terre n'existe plus. Et en ce qui concerne la France, on a été indépendant. Notamment, je vois au niveau de notre puissance nucléaire, à l'époque, moi j'avais beaucoup travaillé avec les Anglais quand j'étais sénateur, et les Anglais avaient aussi comme nous, enfin c'est une puissance nucléaire comme nous, sauf que les Anglais, le code nucléaire des Anglais, c'était les Américains l'avaient aussi. Nous, on ne l'avait pas. Et nous, on a vraiment, en plus, je crois que notre force, peut-être que j'ai des bêtises, à l'époque, pour le nucléaire, il y avait 3 choses. Il y avait les avions, il y avait les missiles qui partaient de terre, et puis il y avait les sous-marins. Sur le plateau d'Albion, et puis les SNLE. Alors, on a supprimé le plateau d'Albion, ce qui est pas contestable. Il nous reste les avions, mais surtout, ce qui est le plus important pour nous, je crois, ce sont nos sous-marins, qui sont vraiment de très bonne qualité, avec des missiles d'ailleurs qui sont... Moi, je me souviens à l'époque, il y avait un missile que les Russes et les Américains essayaient d'avoir, enfin, il y avait seulement avoir des espions qui essayaient d'avoir, et qui était hyper efficace. Alors, je ne sais plus où ça en est maintenant. Ce ne sont pas des hypersoniques non plus. Voilà, non, c'est pas des hypersoniques. Mais n'oubliez pas quand même que l'hypersonie, c'est quand même une création française. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les Russes, dès les années 80, s'étaient lancés là-dedans. Hein. Des années avant même l'éclatement de l'Union soviétique, il y avait un général russe très intelligent, c'est Fedorovski qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, ce général avait compris qu'on ne pouvait pas continuer à faire la guerre avec le nucléaire, qu'il fallait trouver autre chose. Et c'est lui qui avait commencé à travailler sur les hypersonies. Jean-Pierre Petit a continué, et voilà. Et donc, mais pour revenir à l'affaire on a bien vu, chaque fois qu'on voulait, moi je me souviens, à chaque fois qu'on voulait faire la défense européenne, eh bien... ne serait-ce que sur l'avion. Vous avez le Rafale qui est peut-être le meilleur avion du monde. Enfin, à l'époque, moi, de mon époque, il était je ne suis pas persuadé qu'il ne reste pas aussi un des meilleurs. Parce que j'étais allé, je me souviens, en Californie, là, chez Lockheed, on avait vu leur avion. Franchement, on avait vu... Le F-35, oui. Le F-35, on avait vu que le Rafale était bien supérieur, alors qu'ils avaient plein de projets. C'était, je me souviens, une quinzaine d'années. On était tous les parlementaires européens, dans le cadre de l'UE, d'ailleurs. Et moi, je dis, mais pourquoi les Européens n'achètent pas le Rafale? Mais tout simplement, c'est tout simple. C'est que quand les Américains lancent un programme, ils disent aux Britanniques, ils disent aux Allemands, eh bien, vous financez avec nous. Et donc après, ils sont prisonniers de l'achat de l'avion américain. C'est ça qui s'est passé. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais chez Lockheed avec les Anglais, ils étaient fous de rage contre les Américains, parce que les Américains ne leur donnaient pas toutes les informations sur cet avion qu'ils devaient acheter. Voilà, c'est juste une remarque que je fais. Puis il était moins cher. Pardon? Puis il est moins cher. En plus.
Ah oui, beaucoup moins cher que le F-35. Oui. Ah oui, en plus, oui, non, mais Une question d'un auditeur. J'ai entendu que Vladimir Poutine, là, c'est original cette question, il y a de nombreuses années aurait proposé à l'héritier des Romanov une formation militaire. Est-ce que c'était une ambition de restaurer le tsarisme peut-être, et que c'est la mère du dit héritier qui aurait refusé? Intéressant. Pas au courant. J'ignore complètement. Vous l'ignoriez. J'ignore complètement, mais il faut bien savoir que la Russie, quand il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, ils ont eu une sorte de retour sur leur histoire. Leur histoire, notamment l'histoire des tsars et choses comme cela. Voilà. Et donc, notamment les grandes familles nobles de Russie, enfin les Russes blancs, étaient très courtisés en Russie. Enfin, c'est ce que j'ai, mais j'ai pas... Alors, il reste 6 minutes, maman, même 5 minutes, me dit Axel, pour les conclusions, mon cher Raphaël. À vous de tirer le premier. Parce qu'on a élaboré, on a abordé plusieurs sujets. En tout cas, il y a eu surtout des rappels historiques. Parce que la question, je crois, le titre de l'émission, ça va être... On va peut-être être obligé de le modifier. Voilà. C'était le retour des nations. Là, on était sur tout à fait autre chose. Mais on peut répondre par rapport à ça, je pense. C'est le retour des nations. Il y aura un retour des nations évident. Lesquelles? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, Lesquelles de nations, oui. En fait, ce qu'il faut... excuse-moi si je répète, en fait, c'est un peu fatigué. Il faut observer quelque chose avec l'armement européen. C'est que donc là, on a le couple franco-anglais qui décide de s'engager, être à l'avant-garde de cette leçon d'organisation à l'échelle européenne, même si, bon, là, on voit que la grande armée européenne, à la fois, on a Emmanuel Macron qui a expliqué à Keir Starmer que s'il fallait avoir des forces européennes, il fallait être uniquement avec du matériel européen et non pas anglais. Il avait expliqué à Starmer qu'il voulait les BRICS, et donc il faut qu'il assume... Enfin, non, pardon, le Brexit. Donc, il faut qu'il assume le Brexit jusqu'au bout. On a le Danemark, par exemple, qui décide d'acheter du matériel américain. On a l'Allemagne le Danemark qui prend le matériel américain. On a l'Allemagne qui décide de modifier sa constitution. En tout cas, le blocage constitutionnel pour pouvoir faire une levée de fonds absolument colossale, uniquement à l'échelle nationale, pour investir dans l'industrie militaire. Donc, on va observer des pays, et je pense que la France en fera partie. La France va faire partie quand même des puissances à l'échelle européenne. Pas dans notre intérêt, parce que la problématique que l'on observe, c'est que le discours qui est utilisé par Emmanuel Macron et Keir Starmer, c'est tout simplement le discours qui est utilisé par les néoconservateurs américains. Voilà. La paix par la force, le fait de vouloir désigner cet ennemi russe. Sur les plateaux, qu'on puisse observer des personnes qui font des comparaisons avec les années 30, c'est quand même absolument hallucinant, et ils reprennent tout simplement un ancien logiciel. La France a quand même cet avantage-là, c'est qu'on peut encore pourrir longtemps. Ça, c'est un des avantages qui peut nous permettre de tenir comparé à d'autres, je pense. Et on risque de voir une modification, je pense, au sein de l'Europe de l'Est. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la Roumanie, par exemple. On a eu aussi des sujets pour les Balkans, parce qu'il faut savoir que sur le plan économique, on peut parler de la nouvelle Yougoslavie, par exemple, avec la nouvelle route de la soie. On a aussi la situation de la Bosnie-Herzégovine, qui est intéressante pour la stabilité des Balkans. Il y a eu une émission très intéressante sur Radio Courtoisie il y a peu de temps. Donc il va y avoir, à mon avis, un retour de beaucoup de nations. Il faudra porter notre regard vers l'Allemagne et voir les décisions qu'elles vont vouloir prendre, parce qu'on voit qu'il y a une volonté d'indépendance pour ne plus trop subir le coup de l'Union européenne. Merci beaucoup, Raphaël. Votre conclusion, monsieur le sénateur. L'Europe s'est détruite, c'est à cause de des guerres franco-allemandes, 1870, 14-18 et 39-45. Et puis, 5 ans après la fin de la guerre, ou 6 ans, vous avez une personne qui s'appelle Robert Schuman qui a fait un appel pour faire la paix. Et l'Europe, en fait, c'est la création de la paix. Ce qui s'est passé entre l'Union soviétique et l'Europe, c'est qu'il nous a manqué en 89 un Robert Schuman qui dit qu'il faut à tout prix faire la paix. Et là, c'est pareil, maintenant, ce qui se passe en Ukraine, il faudrait qu'on ait un Robert Schuman qui dise, écoutez, nous faisons le concept, nous refaisons la grande Europe. Il est nécessaire de faire la paix entre la Russie et les autres pays, et l'Union européenne. Voilà, en gros, c'est cela. Et il nous manque un Robert Schuman qui fasse cet appel-là et qui le dise. Merci, monsieur le sénateur, pour cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Comme, évidemment, je remercie aussi Raphaël Beslu, dont on a pu profiter en chair et en os dans ce studio. Vous en avez bien profité parce que ça ne sera pas comme ça tous les samedis. On ne peut pas finir cette émission sans, bien sûr, le quatrain de Michel Dumas. Écoutez bien, du dernier petit juge
aux premiers magistrats, la France est sous contrainte au bon plaisir d'ultra, qui peuvent confiner par menaçant mantra tout quidam, hors doxa s'exprimant cette contra. Il est imaginatif et en plus il me l'a pondu rapidement. Toujours Michel excellent. Dumas. Toujours excellent. Exactement. Bon, je vois que Mike Borowski s'affaire et que son émission va débuter dans un instant. Pour une fois, je ne vais pas trop presser notre ami Axel, qui a eu la gentillesse et le professionnalisme de réaliser cette émission. Je remercie encore évidemment Sylvie pour les questions des auditeurs. Je réserve un certain nombre de questions sur l'éducation nationale. C'était un petit peu trop tard, que je vais remettre à notre impétrant Raphaël Beslu. Voilà, et il appréciera les remarques. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. C'est l'heure maintenant du livre journal des controverses de Mike Borowski. Voilà, vous l'attendiez tous, il arrive. Merci encore, monsieur le sénateur. Merci à vous aussi, merci à vous. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.